pourquoi pas. Est-ce que vous connaissez la carte dorée? Ah, vous savez pas ce que c'est que la carte dorée? Eh bien, on va écouter Donald Trump, parce que c'est évidemment... Alors, c'est transgressif ce qu'il dit. Quel était le mot qui était employé souvent pour Emmanuel Macron? Non, disruptif. Voilà. Ce qu'il a dit, je trouve ça extraordinaire. Mais après, ça ne veut pas dire que je suis d'accord, hein, loin de là. Mais c'est une sorte de deal... On voit vraiment, c'est une autre manière de voir la politique. Vous êtes au courant de ce qu'il a dit, la carte dorée? Non. Vous n'êtes pas au courant? Non. Vous voulez être citoyen américain? Non. 5 millions d'euros. Ah non. 5 millions de dollars et vous bien citoyen français. 5 millions de dollars et vous devenez... Faut payer. La carte dorée. Alors, écoutez, parce que je trouve que ce qui est intéressant dans notre émission ou dans l'actualité, c'est quelque chose que personne n'a jamais dit. Eh bien, ce qu'il dit là, personne ne l'a jamais dit. Et c'est pour ça que je vous le propose ce matin. Écoutez Donald Trump. Nous allons vendre une carte dorée. Vous avez une carte verte, c'est une carte dorée. Le prix de cette carte sera d'environ 5 millions de dollars, ce qui vous permettra de bénéficier des privilèges de la carte verte et d'accéder à la citoyenneté. Des personnes fortunées entreront dans notre pays en achetant cette carte. Ils seront riches et prospères. Ils dépenseront beaucoup d'argent, paieront beaucoup d'impôts et emploieront beaucoup de monde. Nous pensons que ce sera un grand succès. Cela n'a jamais été fait auparavant. Mais c'est quelque chose que nous allons mettre en place dans les 2 prochaines semaines. Si j'étais provocateur, je dirais que lui, au moins, il dit clairement les choses, alors que nous, on fait parfois la même chose avec des pays étrangers qui ont investi en France et on leur donne une carte dorée de fait. Suivez mon regard. Mais c'est effrayant. Mais c'est pour ça que je vous soumets ça, Éric Nolot. Que tout s'achète, que tout se vend, même la citoyenneté, que tout est business dans la vie, c'est tellement étriqué, c'est tellement petit, ça manque tellement de grandeur, de transcendance. Mais c'est ce qui se passe pour la Suisse. Des pâquerettes. Mais pardonnez-moi, c'est ce qui se passe vraiment. Non, mais cette mentalité de courtier en assurance, là, vraiment. Mais c'est vrai, mais vraiment. Que vous trouviez ça extraordinaire. Mais j'ai pas. Non. Il y avait d'autres qualificatifs. Extraordinaire au sens. Oui, je l'ai bien entendu comme ça. Je soumets ça à la discussion. Ne dites pas que j'adhère. Je n'ai pas dit que vous adhériez. Je vous signale que la Suisse fait la même chose. Si vous voulez aller en Suisse demain pour payer moins d'impôts, vous allez en Suisse, vous dites voilà, je gagne 50 millions d'euros, combien vous allez me prendre? Discussion, c'est un deal avec le canton, je ne sais pas quoi, etc. Vous êtes citoyen suisse, vous payez vos impôts avant, vous avez réglé le truc, etc. Et la Suisse est contente parce que ça fait des rentrées supplémentaires et vous êtes content parce que vous payez moins d'impôts. Non, mais il y a quand même une rupture d'égalité, hein, parce que 5 millions, c'est par personne. C'est-à-dire que si vous venez en famille, c'est 20 millions. Enfin, vous voyez, c'est un peu... Il y a rupture d'égalité, ça c'est... Franchement, bon... Mais il y a l'embarras du choix. Vincent Herbouette. 275 000 $ canadiens seulement. Pour avoir un visa doré au Canada, vous pouvez en avoir à Malte, vous pouvez en avoir en Grèce, vous pouvez en avoir même au Portugal. Mais au Portugal, je crois qu'ils ont changé. Mais il y en a partout. Et c'est 800 000 $ seulement aux États-Unis pour avoir un visa d'affaires. Bon. Donc vous êtes contre? Bah oui. Vincent? Moi, je ne suis pas ni pour ni contre, je dis que ça existe déjà. D'accord. Thomas, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Je trouve ça intéressant et ça dit quelque chose aussi de l'état d'esprit. Pas 5 millions. Sarah? Pas 5 millions. Ah oui, mais vous, c'est pas le principe. Vous vous dites c'est un peu cher. Ça, vous vous dites 100 000 €, d'accord, c'est pas le principe. Bon, Monsieur Valigny, vous qui avez un peu de hauteur de vue. Bah merci pour moi. Vous êtes une businesswoman. Oui, moi c'est le contraire, je suis écœuré, mais ça ne me surprend pas tellement de la part de Trump. Avec lui, tout s'achète et tout se vend, y compris l'Ukraine, les terres rares. Ce type est d'un mercantilisme, d'une vulgarité achevée. Mais le fait que la Suisse fasse la même chose, vous dites quoi? Mais la Suisse n'est pas un modèle pour moi. Non, mais là encore, il dit simplement ce que d'autres font. Simplement, il dit évidemment que la vie, c'est souvent du business et le rapport entre... Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec l'Algérie? Pardonnez-moi de le dire comme ça. Pourquoi on ménage l'Algérie? Parce que peut-être nous avons des intérêts financiers, Monsieur Valigny. Économique des entreprises françaises. Mais peut-être. C'est pas le même registre quand même. Non. Mais pourquoi vous dites que c'est pas les mêmes registres? Non, parce que entre l'Algérie. Parce que vous dites qu'il est vulgaire, tout ça, mais bon, moi j'entends ce que vous dites, sans doute. Il est inculte. Voilà, mais on peut toujours dire ça vous glace le sang, Emmanuel Béard. J'entends tout ça. Non, mais on peut tout dire. Vous n'êtes pas tous dans le même sac. Ça dépasse de loin
le côté business, c'est une vision existentielle. On a le droit de ne pas la partager. Oui. La vision de la vie par M. Trump, ce n'est pas la mienne, c'est pas celle d'Emmanuel Béard, ça ne me fait pas de moi quelqu'un qui pense la même chose qu'Emmanuel Béard. Bon, je trouve que j'apprécie beaucoup par ailleurs. Effrayant. Ce matérialisme en roue libre, je le trouve effrayant. C'est quelqu'un qui a été amputé de tout surmoi, de toute dimension spirituelle de l'existence. Je trouve ça effrayant. Non, mais c'est la rupture d'égalité. Ça veut dire qu'il y aurait des sous-citoyens, on veut pas d'eux, et les autres, on veut bien. Donc c'est vrai que les critères sont un peu absurdes. C'est ce que, moi, j'ai cité la Suisse, mais c'est ce que fait la Suisse, l'Andorre et même le Portugal. Donc ça existe. Portugal le fait, mais bon. Mais j'entends ce que vous dites. En plus, je me fais un peu souverain d'un État de choisir à qui il ouvre ses frontières, à qui il accepte chez lui. Je sais bien qu'on a des OQTF par dizaines de milliers qu'on n'arrive pas à foutre dehors, mais c'est quand même le droit élémentaire d'un État souverain d'ouvrir ses frontières à qui veut investir chez lui et de les fermer à ceux qui sont malveillants. Qu'est-ce qui vaut mieux, d'avoir des OQTF qu'on n'arrive pas à sortir ou des gens qu'on accueille avec 5 millions de dollars? Il y a peut-être un juste milieu. Même pour vous, Pascal, les limites de la mauvaise foi sont explosées. Pas vous, Pascal. Pas ça. Pas vous, pas ça. Non, mais revenez un peu dans les limites de la bonne foi. On peut pas j'adore ces discussions parce que, pour tout vous dire, c'est tellement caricatural ce que propose Trump qu'au fond, mais vous êtes tellement convenu vous-même dans vos réponses. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Vous êtes tellement convenu. C'est tellement attendu ce que vous me dites sur ce sujet. Il est vulgaire, c'est horrible, la vision de la vie. Tout ça. Pas vulgaire. Je dis ce qui est. Je ne peux pas dire ce qui est. Mais il est Je ne peux pas dire ce qui est. Mais est-ce qu'un film hollywoodien est vulgaire? Oui. Est-ce qu'Emmanuel Macron est raffiné? Le wokisme est vulgaire. Le trumpisme est vulgaire. Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce qu'Emmanuel Macron est raffiné? Ah bah écoutez, moi je suis pas l'avocat de Macron, mais il est quand même André Valini. Il est quand même intelligent, cultivé, et il a quand même une autre idée de la chose publique que le dénommé Trump. Mais qu'est-ce qu'il vaut mieux à l'arrivée pour un homme politique? Faut mieux l'efficacité ou être un bel esprit raffiné? Vous savez, attendez de voir. Hein. Oui, bien sûr. Les choses commencent à mal tourner pour Musk notamment. Hein. La vente des Tesla s'est effondrée en Europe et notamment en France. La bourse de New York n'est pas aussi flamboyante qu'elle l'a été il y a 15 jours. Les choses sont en train d'évoluer. Hein. Attendez. La bourse, vous convenez que c'est des grands mouvements sur 15 jours. Mais je ne savais pas que vous regardiez le Nasdaq de New York. Moi je regarde ce qui se passe aux États-Unis depuis que Trump est arrivé. Oui, bien sûr. Ce qui se passe chez Tesla aussi. Bien sûr, je ne savais pas. Ça va être une émission placée sous le signe du persiflage. Mais pas du tout. Chaque fois que nous prendrons la parole, nous serons envoyés à Emmanuel Béard. Alors évidemment, évidemment. Arrêtez parce que c'est tellement convenu. Alors vraiment, faut prendre de la hauteur. Écoutez, je vous répète, ce qui est intéressant, c'est de dire des choses parfois qui se surprennent. J'ai vu les Magritte hors Belgique, c'était convenu. Ce que vous dites ce matin sur Trump, c'est convenu. Je peux pas vous dire autre chose. C'était attendu. J'étais avec Marine. Je lui ai dit voilà ce qu'ils diront. On était ensemble. C'est exactement. Vous avez dit exactement ce que j'attendais que vous disiez. On est là pour ça. Et vous pincez le nez. Pas du tout. Si, mais vous avez le droit. Mais je trouve que vous avez le droit. Je dis ce qui est. Et ce que vient de dire André Valini est factuel aussi. Ça tourne pas très bien. On va voir. Mais ça tourne pas très bien. Écoutez, la purge dans la fonction publique, ça tourne pas très bien. Écoutez, je me réjouis pas. Attendez, ça tourne pas très bien. On est le 25 février. Je veux dire, nous, on a un président de la République depuis 8 ans. Donc on peut quand même tirer quelques conclusions. Et avant, on en a eu d'autres. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Alors, autre passage, et puis après on passera à M. Apathy, autre passage que je voulais vous faire écouter, c'était la porte-parole, je crois, de la Maison-Blanche, qui parle des journalistes qui pourront venir. Et puis après on parle de Jean-Michel Apathy. Écoutez. Un groupe restreint de journalistes à Washington ne devrait plus avoir le monopole du privilège de l'accès de la presse à la Maison-Blanche. Tous les journalistes, tous les médias et toutes les voix méritent de s'asseoir à cette table très convoitée. Ainsi, en décidant au jour le jour quels médias composent le pool de presse restreint, la Maison-Blanche rendra le pouvoir au peuple américain pour lequel le président Trump a été élu. Et voilà, souveraineté du peuple, liberté du politique. Moi, c'est un message que je peux entendre. Liberté de la presse. Liberté de la presse, accessoirement. Vous savez pourquoi il interdit Associated Press? André Valini. Parce qu'ils ont refusé de redénommer le golfe du Mexique golfe américain. Et donc, du coup, ils sont interdits de Maison-Blanche. La grande agence de presse AP. Oui, mais c'est un prétexte. Tout ça est lamentable. Vincent Hervouette. Vous avez conscience que c'est un prétexte. Oui, c'est pas pour ça que c'est mieux. Il y a une véritable animosité quand même. Il est rancunier. Visiblement, et il est rancunier, et il est entouré de gens qui ont de la mémoire. Exactement. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé pendant 4 ans
de procès incessants en sorcellerie, et après 4 ans d'opposition pendant lesquels on l'a réellement traîné devant les tribunaux. Pas en sorcellerie, tout ce qui lui était reproché était vrai. Tout ce qui lui était reproché était vrai. Ah oui? Le coup d'État, la prise du Capitole, l'assaut du Capitole, c'était pas vrai, ça? La piste russe, c'était faux. Par contre, l'histoire de Mr. Biden, c'était vrai. Et l'assaut du Capitole? Non, mais... Et l'assaut du Capitole? Pendant 4 ans, avant l'assaut du Capitole, on lui a reproché d'être un homme instrumentalisé par les Russes. Il y a eu une enquête du FBI, il y a eu toutes sortes de rumeurs. On a spéculé pendant 4 ans cette histoire-là. Avant que le FBI ne sorte ses conclusions, c'était bidon. Il n'y avait pas eu d'influence manifeste des Russes dans la première élection de Trump. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas 8 jours avant sa réélection qui n'a pas eu lieu, et que lui considère avoir gagné l'élection. Oui. Il y a eu l'affaire Biden. Donc on a découvert dans l'ordinateur de Hunter Biden toutes sortes de documents compromettants pour son père. Et à ce moment-là, pour lui et son père, le candidat à la présidence qui a été surtout pour lui. Et à ce moment-là, vous avez une 60aine de responsables du renseignement en activité ou anciens qui ont déclaré non, ne regardez pas, ça c'est faux, bidon, c'est un fake news, c'est fabriqué sans doute par les Russes. Et donc, la campagne n'a pas... On était à 8 jours du scrutin, la campagne n'a pas embrayé là-dessus. Or, c'était vrai. Tout était vrai dans ce qu'il y avait dans l'ordinateur de Biden, sans suffire à le discréditer pour les élections. On parlait pas de Biden, on parlait de Trump. Là, oui, non, mais la presse américaine a été tellement partie prenante qu'on peut comprendre qu'il y a un véritable ressentiment. On se venge sur la presse et on interdit les journalistes d'accès à la Maison-Blanche, la grande agence de presse. C'est comme si le président de la République française interdisait à l'AFP de venir à l'Élysée. Bon. Ils ont envisagé en tout cas, les arguments de M. Hervouette, si vous me permettez, moi qui suis arbitre et des élégances, si vous me permettez, ces arguments s'entendent. Et toc! Ah oui. Eh oui, sur Biden, c'est intéressant. Oui, bon, mais je vais vous dire... il est vraiment indépendant. L'arbitre est indépendant, je suis d'accord. Mais moi, vous savez quel est un de mes héros préférés? Non. Littéraire. Luc et Luc, non. Edmond Dantès. Oh. Je trouve que c'est formidable. Mais Edmond Dantès, donc c'est pas mal Edmond Dantès. Effectivement, il a l'esprit d'Edmond Dantès. Il n'oublie rien. Voilà, bon. Si Macron faisait la même chose, on aurait le droit à un de vos éditoriaux, mon cher Pascal. Hein. S'il interdisait l'accès à l'Élysée et s'il choisissait au jour le jour ceux qui peuvent s'adresser à lui. Mais pardonnez-moi, mais le président Macron, il n'est même pas venu une fois sur CNews. De quoi vous parlez? Ça fait 8 ans. Il vous interdit pas. Il n'est pas venu une fois. Oui, d'accord. Donc, ça, c'est différent. Et quand Élodie Huchard lui pose une question, Élodie s'est fait engueuler, pardonnez-moi ce terme un peu trivial, par les services de l'Élysée, parce qu'elle avait posé une question au salon de l'agriculture. C'est possible. Vrai ou pas? Le timing de la question que la nature de la question quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des relations parfois compliquées. Non, mais franchement, il n'y a pas de journaliste interdit à l'Élysée. Non, attends, non. Ah, oui. Mais vous avez raison. Mais vous avez raison, mais je suis d'accord avec vous. Comme j'aurais pas raison. Et en clair, moi je suis pas d'accord avec que les choses soient claires. André. Non, sa femme lui dit qu'il a du dentifrice et il me demande de vérifier. Écoutez, dommage, on était à un bon niveau. Non, mais là, franchement, soyez gentils quand même. Pensez aux auditeurs, aux téléspectateurs. Bon. Mais moi, je suis, entendons-nous bien, hein, je trouve que M. Trump a tort de sortir à Associated Press s'il le fait. Hein. Il n'y a pas de... mais moi, la liberté d'expression totale. Jean-Michel Apathy. Là, on va en parler, il est déjà 9h17, mais alors vraiment, ça fait causer, comme dit l'autre. Écoutez la séquence. Je précise que dans cette séquence, on n'entend pas beaucoup nos camarades Soto et Bégaud, mais qu'ils ont apporté, je l'ai dit tout à l'heure, la contradiction, et ils ont fait leur rôle de modérateur que je fais parfois. Donc, je suis même pas sûr qu'on puisse saisir l'ARCOM de ce fait, puisqu'ils ont fait le travail qui a été que nous devons faire et apporter la contradiction. Écoutez cette séquence. France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre. Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie. Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations saines... On n'a pas fait au Radour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. Vous vous rendez compte ce que vous dites ? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie ? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes? Combien de femmes, d'enfants? Mais
On n'a pas mis des. Ah, mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Donc, vous voyez, j'ai mais quand même vous ne les la chakras connaissez pas ouverts. du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. C'est au peuple français ce que vous venez de faire. C'est horrible de comparer ça au nazisme. Les derniers grands massacres qu'a connus l'Algérie, ils ont été commis par les islamistes dans les années 90. C'est d'ailleurs ce que dénonce Kamel Daoud, Boualem Sansal. Et Boualem Sansal, c'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être emprisonné par un régime dictatorial, sans que ça d'ailleurs, ça ne gêne un certain nombre d'intellectuels de la gauche bien pensante. Moi, au contraire, ça me gêne beaucoup. Et j'espère qu'un jour, ce malheureux sera libéré, parce que les libertés d'expression, c'est ça qu'on devrait défendre. Mais vous avez le raison, régime algérien, aujourd'hui, utilise le passé colonial, justement, plutôt que de dénoncer ce qui s'est passé avec l'islamisme radical et le terrorisme islamiste dans les années 90. Alors, en faisant ça, vous venez cautionner justement une propagande qui est instillée par le régime algérien et qui crache sa haine contre la France matin, midi et soir, jusqu'à dans son hymne national. Il faut séparer les périodes historiques. Je considère que ces gens-là, ce régime est un régime ennemi, qu'il faut durcir le ton, mais qu'en même temps, il faut qu'on ait enfin une ligne diplomatique. Si l'un d'entre vous arrive à me dire quelle est la ligne diplomatique d'Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République, depuis qu'un jour il vient faire des courbettes à Algérie, le lendemain au Maroc, qu'il espère restaurer des liens avec l'Afrique, puis finalement qu'il change d'avis, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on arrivera à obtenir quoi que ce soit de la part de n'importe quel régime. Avant de donner la parole à Éric Nolot, je salue Christine Kelly qui nous écoute et qui me dit: les journalistes de la chaîne RT ont toujours été interdits à l'Élysée alors qu'ils avaient été autorisés par le CSA à émettre. Donc ils avaient été interdits alors que le CSA avait autorisé d'émettre. J'ai été interdit, moi, à l'Élysée pour cette raison. Pardon ? J'ai été interdit à l'Élysée pour cette raison précisément, parce que je travaillais pour RT. Ah bah vous voyez qu'il y a des journalistes interdits. J'avais une carte de presse, je précise. Et vous avez une... vous voyez qu'il y a des journalistes interdits. Ça se passe en France. Ben oui, monsieur Nolot. RT, oui, RT. RT devrait être autorisé, moi je suis d'accord. Bah, enfin, il y avait RT était. Vous voulez qu'on s'engueule même quand on est d'accord? Non, mais c'était. D'accord, vous êtes d'accord. Bon, monsieur Apathy. Non, mais ce que je conteste dans votre éditorial, c'est un seul mot, c'est le mot stupide. C'est pas stupide. Tout comme Jean-Luc Mélenchon, c'est une stratégie qui est déjà bien exposée. Il faut en permanence donner des gages. Alors pour l'un, à l'électorat islamo-gauchiste et l'autre à l'audimat islamo-gauchiste. Donc il faut aller toujours plus loin. Alors là, on est quand même à un niveau stratosphérique, puisque maintenant, la France est un pays nazi, des centaines d'Oradour-sur-Glane. Hein. Pas un Oradour-sur-Glane, encore là, on peut chercher un cas, des centaines d'Oradour-sur-Glane. Donc en fait, monsieur Apathy a trouvé sa place dans l'audiovisuel français, il veut la garder, et il sait que pour la garder, il faut donner en permanence des gages. Voilà, c'est pas stupide, c'est une stratégie, et je l'ai dit il y a déjà un moment, ça ira jusqu'au bout. Il n'y aura pas de limite dans l'indécence et dans l'indignité. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Garder sa place. Comme on a l'ARCOM, peut-être peut-on envisager qu'il y ait des signalements ARCOM. Certes, il y a eu une modération, c'est vrai, mais nous, pour moins que ça, on a eu des signalements ARCOM. Donc je ne vois pas pourquoi, à chaque fois, M. Apathy passerait à travers les mailles du filet. Moi, je vois qu'à chaque fois, l'ARCOM ne se saisit pas pour M. Apathy, l'ARCOM ne se saisit pas pour le service public. Et à chaque fois, la moindre chose que sur cette chaîne on fait, qui n'est pas du tout pénalement répréhensible, il y a un signalement qui n'aboutit pas forcément, mais il y a des signalements en masse qui sont faits à l'ARCOM. Donc pourquoi l'ARCOM ne s'auto-saisirait pas? C'est la question qu'on peut se poser. Quand je vois 3,5 millions pour Cyril Hanouna, pour TPMP, là, que va-t-il se passer? Voilà, c'est la question. Non, mais on peut dire à peu près n'importe quoi. Ce à quoi on vient d'assister, c'est une sorte de sottisier tonitruant, parce que vraiment, il aplatit l'histoire, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Il connaît rien à l'histoire. Il faudrait qu'il lise Vidal Naquet, il faudrait qu'il lise Marc Ferraud, il faudrait qu'il lise quand même l'histoire de l'Algérie. Elle a été extraordinairement violente, la colonisation algérienne, de l'Algérie, effectivement. La France a créé l'Algérie, et elle l'a créée au forceps. Hein. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais la Saint-Barthélemy ou le massacre de Spartacus n'annoncent pas le nazisme. Toute l'histoire du 19e siècle est une histoire extraordinairement violente. Le génocide des Herero en Namibie, c'est un génocide. C'est pas un simple massacre. Le massacre des Indiens aux États-Unis, c'est pas un petit dérapage. Hein. C'est fait d'une manière systématique. Donc, la colonisation, c'est une histoire qu'il faut prendre, il faut regarder dans le détail comment ça s'est passé. Il n'y a pas eu des dizaines de Oradour-sur-Glane en Algérie, c'est faux. Il y a eu ce qu'on appelle des enfumades. C'est du révisionnisme. Il y a eu ce qu'on appelle des enfumades. Oui. Plus gravement, plus lourdement. Attendez, plus lourdement, parce que on peut effectivement regarder comment les choses se sont passées. Et je suis pas du tout révisionniste. Je suis pas en train de vous dire que ça s'est bien passé, mais d'une part, il y a un exemple qui vient d'en haut,
avec le président qui a fait cette déclaration extravagante quand il était candidat, quand il était en Algérie, où il a déclaré que la colonisation était un crime contre l'humanité, et tout ce que pourra raconter à Paty sera en deçà de ça, un crime contre l'humanité, imprescriptible, et qui exige un droit à réparation. Qui implique un droit à réparation. Vous avez entendu. Ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est que le régime sans cesse met en cause la France pour ses crimes, pour justifier son incurie, sa corruption, sa médiocrité et l'enfermement actuellement de Boualem Sansal.